C'est quoi, mais l'État d'Israël, pourquoi? Est-ce que le nationalisme d'Israël est copy-paste du nationalisme français, ou bien c'est tout autre chose? Selon notre opinion, l'opinion de la Torah, Akadosh Baruch Hu, c'est lui-même qui a créé le nationalisme d'Israël, a une vocation universaliste, d'apporter le bien à l'humanité entière, d'élever l'humanité entière à ce qu'elle doit être. Et ça, personne n'en parle. Et le temps est arrivé de passer dans une nouvelle phase de notre rédemption spirituelle qui va mener à la rédemption de l'humanité entière. Nous avons le plaisir d'accueillir dans ce studio le Rav Yosef Ben Shushan. Shalom, shalom. Shalom, Boker Tov, Rav Yosef Ben Shushan. Je rappelle, bien entendu, nous vous connaissons comme le président, le fondateur du mouvement Ozlé Israël, qui est un mouvement très actif au jour le jour. Mais cette fois-ci, nous vous recevons dans ce studio à 8 jours des élections pour parler de votre, on va dire, implication électorale, puisque vous avez décidé de rejoindre une liste d'un parti qui n'est pas très connu, il faut bien l'avouer, qui s'appelle Anachnu, nous, vous êtes le numéro 3 dans cette liste, et c'est un parti qui a un message très clair à faire passer dans cette campagne électorale. Alors on va vous inviter à le faire passer, ce message. C'est un message qui se résume, on va dire, très clairement par un changement, une réforme du système électoral. En effet. C'est-à-dire, l'avocat Moshe Rouja, ce qu'il propose, c'est de faire une réforme. Parce qu'on se rend compte que ça fait déjà 4-5 fois qu'on n'arrive pas à trancher. Et normalement, quand il y a un match de foot, en fin de compte, on doit trancher. Et c'est 5 fois qu'on ne tranche pas. Donc ce qu'il propose, c'est la chose suivante. C'est que le soir même des élections, soit fixé qui sera le Premier ministre. Celui qui aura le maximum de voix, automatiquement sera le Premier ministre, sans avoir l'autorisation, si on peut dire ainsi, de la Knesset. Car en fait, le véritable souverain, c'est le peuple. Et le peuple lui a donné le maximum des voix. Alors, je vous interromps pour quelques précisions. Lorsque vous dites le maximum de voix, c'est le parti. On reste dans une configuration de parti. C'est pas une élection directement. C'est pas des élections au suffrage universel direct. Le parti qui aura le maximum de voix, celui qui se tient à la tête sera le Premier ministre. Et il n'a pas besoin d'avoir 61. Même avec 45 personnes, il peut être Rosh Mimshala. Le seul problème, même avec 30 personnes comme le Likoud théoriquement parlant. Mais pour le faire tomber... Non mais attendez, avant de le faire tomber, non, pour gouverner, comment? J'explique d'abord. Pour qu'on puisse le faire tomber, il faut qu'il y ait 75 députés qui votent contre lui et qui proposent automatiquement une alternative de gouvernement avec 61. Ce qui n'est pas demain la veille, comme on dit. Mais comment peut-il gouverner avec j'explique, parce qu'à partir du moment où il est le Premier ministre, et donc ça va enlever toutes les corruptions et toutes les tensions comme on a vu dans la fois précédente, où un absurde, quelqu'un qui se tient à la tête de 5 personnes peut être Premier ministre. Et non, essayez de clarifier ce point. Qu'est-ce que on va prendre le cas de Netanyahou, 30 députés, il est Premier ministre. Mais il n'y aura pas 30. De fait, il n'y aura pas 30 parce qu'il a tout son bloc avec lui qui réalise déjà 59 déjà. Donc il manque 3 ou 4 personnes. Maintenant, ils ont tout intérêt à venir vers lui que de rester dehors dans l'opposition parce que de toute façon, il est Premier ministre. Donc ça va faire baisser le prix. Au lieu qu'ils font, eux, du chantage, c'est lui qui a l'embarras du choix pour chercher les meilleurs pour former son gouvernement. Et donc, ça peut donner une stabilité de gouvernement pendant 4 ans. C'est toute la problématique d'aujourd'hui. Si on trouvait la 61e personne ou la 62e personne... Non, mais là, parce qu'ils savent qu'ils peuvent le faire tomber, là, ils ne peuvent pas le faire tomber. C'est la différence. Non. Il ne peut pas le faire tomber. Il a son gouvernement de toute manière. Le seul problème, peut-être, il ne pourra pas tellement faire avancer des lois. Et ça dépend de la loi, si c'est en adéquation avec leur idéologie ou pas, ou bien ils font d'Afka comme... qui caronne, comme ils ont fait. Alors, vous savez qu'il y a eu une réforme il y a quelques années de cela, dans les années 90, au début des années 96, c'était la première fois, c'est Netanyahou qui a été le Premier ministre, qui a avoir été élu au suffrage universel direct. C'était un peu le même genre d'idée, puisque ça permettait à d'élire un Premier ministre au suffrage universel direct, et puis absolument... Plus ou moins comme en France. À partir du moment... Non, pas du tout. C'est-à-dire, il était élu, et donc à partir de là, il fallait composer. Mais finalement, ça n'a pas tenu le coup, parce que finalement, la classe politique était effritée, et finalement, au bout du compte, eh bien, le plus petit parti réclamait monts et merveilles pour pouvoir entrer dans la coalition gouvernementale. Donc ce projet, même si effectivement il y a besoin, tout le monde le sent, qu'il y a besoin d'une réforme du système électoral, est-ce qu'il est fait? Il est certainement mieux que celui-là, parce qu'il y a tout un parti derrière, il y a des gens qui sont tangents et qui espèrent pouvoir le faire tomber, c'est la raison pour laquelle ils font du chantage. Là, il ne peut pas le faire tomber. Il est là pour 4 ans. On ne peut pas s'en débarrasser. Maximum, il ne peut pas faire avancer de loi. Mais il est là pour 4 ans. Donc on a tout intérêt à se lier à lui que d'être dans l'opposition pendant 4 ans et disparaître du point de vue politique. Donc il a l'embarras du choix, et donc c'est lui qui va chercher les meilleures forces pour former son gouvernement.
Donc ça, c'est l'aspect technique que propose ce cher monsieur Khoudia. Bon. Mais comme tu le sais, comme tu l'as dit précédemment, moi je suis Osl Israël. Oui. Et je suis rentré avec tout, disons, mon patrimoine idéologique. Pourquoi cette implication dans la vie politique? Parce que si on veut faire avancer les choses, il faut attraper le taureau par les cornes et pas hurler comme un chien en dehors de la Knesset, ce que j'ai fait pendant 20 ou 25 ans de volontariat, et ça ne fait pas tellement avancer les choses. Il faut être à l'intérieur. Ça j'en suis convaincu depuis plusieurs années, et je voulais moi-même édifier mon propre parti Osl Israël. Pachout Bennett nous a pris de court, il a effrité son gouvernement trop rapidement, on n'a pas eu le temps de s'organiser, ni au point de vue de l'organisation, ni au point de vue des budgets. J'ai trouvé quelqu'un de très sympa, très idéaliste, etc. Donc c'est la meilleure manière de le faire. Mais non, ce qui est assez extraordinaire, d'abord, c'est pas un parti sectaire, c'est pas un parti religieux, ni d'ailleurs trop de droite. Il y a trois tendances dans ce parti. Celui qui se tient à la tête, c'est quelqu'un qui n'est pas religieux, qui est Mizrahi, en soi c'est déjà une séfarade, c'est une révolution que se tienne à la tête d'un parti qui n'est pas sectaire, qui est séfarade si tu vois tous les autres partis d'ailleurs. En deuxième plan, c'est quelqu'un qui est Haredi Litaï, qui avait des tendances de gauche, mais qui s'est un petit peu adroité après les pogroms de Yafo. En troisième point, c'est moi qui est Rav Kook. Donc, vous disiez quel rapport entre ces trois profils? Et maintenant, le rapport, c'est qu'on veut le bien d'Israël, et il s'appelle Anachnu, qui veut dire nous. Nous, c'est toute l'Israël. On est pour tous, on est contre personne. Ce qu'on veut faire, c'est faire avancer les choses dans le bon sens. Du point de vue idéologique, tu sais très bien ce que je cherche, moi, d'abord et avant tout, en tant qu'Olé Khadash de France, c'est de propulser l'Aliyah. En commençant par la France, parce que j'ai des affinités avec la communauté française, mais ce qui m'intéresse, c'est d'apporter tout le peuple juif en Eretz Israël. Et ce sont les fondements essentiels du sionisme qui ont été érodés au long des années par toutes sortes de personnes qui ont des intérêts vils parfois et des... Je ne veux pas trop faire de médisance, mais disons que les projets essentiels qui avaient été émis par Herzl ont été érodés et le temps est venu de le remettre en place. Donc, d'abord avant tout, Kibbutz Galuyot. Et après l'installation de la souveraineté sur la terre d'Eretz Israël, le renforcement de Tzahal, le renforcement de la sécurité, etc. Tout ce que tout le monde propose, mais les faire, pas seulement en parler. Ça, c'est du point de vue idéologique. Maintenant, moi, j'ai une autre explication. Pourquoi on n'arrive pas à trancher? Lui, il propose cette explication, et à mon avis, il faut le faire, cette réforme. Mais à mon avis, c'est bien plus profond. On est dans un processus de rédemption du peuple d'Israël. Au prochain, on a installé les structures, tout va pour le mieux. Et maintenant, on doit passer une nouvelle phase. Le fond, pas seulement la forme. La finalité de l'État d'Israël. Pendant 70 ans, on était occupé à solutionner les problèmes les plus imminents, de sécurité, de quoi manger, de quoi boire, etc. Et au prochain, on a réussi brillamment. Et maintenant, le temps est arrivé de fixer quelle est la finalité de l'État d'Israël. Et le peuple d'Israël exige. Et pour l'instant, dans tous les partis, personne ne parle du fond, on ne parle que de la forme. On ne parle que de la forme, c'est-à-dire de la sécurité, de l'économie, du logement, etc. Alors, c'est quoi, mais l'État d'Israël, pourquoi? Est-ce que le nationalisme d'Israël est copy-paste du nationalisme français, ou bien c'est tout autre chose? Selon notre opinion, l'opinion de la Torah, Akadosh Baruch Hu, c'est lui-même qui a créé le nationalisme d'Israël, a une vocation universaliste, d'apporter le bien à l'humanité entière, d'élever l'humanité entière à ce qu'elle doit être. Et ça, personne n'en parle. Et personne s'en fout pas mal même, c'est pas ce qui les intéresse. Et le temps est arrivé de passer dans une nouvelle phase de notre rédemption spirituelle, qui va mener à la rédemption de l'humanité entière. Et ça fait déjà quelques années qu'on est coincé. Le peuple israélien ne veut pas trancher, tout simplement. Parce qu'on doit apporter cette nouvelle. Et tant que ceci, et ça je vous le promets, je peux mettre ma main à couper, tant que ceci ne sera pas proposé, il n'y aura pas de gouvernement. Ça fait 4-5 fois, on pense que c'est un problème technique, mais vous voyez bien, technique, ça fait 4-5 fois, c'est un équilibre. Ça s'appelle Ruach Hashem Asher Laouma Bichlala. L'esprit divin qui gère et qui trace l'itinéraire de l'histoire d'Israël. L'itinéraire d'Israël ne se fait pas par l'addition des volontés des individus. Il y a un esprit collectif, ce qui s'appelle la prophétie collective. Et c'est ça qui a tracé l'itinéraire de l'histoire d'Israël. Ce qui a ramené les Juifs en Eretz Israël ces 100 dernières années, on a de la peine à comprendre qu'est-ce qui a fait que les Juifs ont afflué tout d'un coup. C'est pas qu'il y a eu des émissaires avec un charisme extraordinaire qui se sont propagés dans tout le monde et qui ont fait des discours et qui ont enthousiasmé les foules. Mamash lo. Ils ont commencé à affluer. Qui leur a dit de venir? Ruach Hashem Shalom Bichlala. C'est le fondement essentiel du Lidorot du Rav Kook. C'est l'esprit collectif. C'est vrai que la prophétie s'est tue à l'échelle individuelle, mais ne s'est jamais tue à l'échelle collective, et c'est elle qui trace l'itinéraire de notre histoire. Aujourd'hui, on en est là, on est obligé de passer à la phase suivante. Et le peuple d'Israël coince, ne veut pas continuer à contribuer à ce cirque, de faire comme si on était comme les autres peuples. C'est l'État juif. Herzl lui-même appelait ça l'État juif. C'est vrai qu'en autrichien ou en allemand, ça a été appelé l'État des Juifs, mais on sait très bien que finalement ça a été traduit comme l'État juif, il a donné sa approbation.
Il voulait un État juif, c'est-à-dire une vocation juive avec la vocation originale du peuple d'Israël. Ça, c'est, on va dire, l'âme de Oz l'Israël. C'est ça mon apport que je veux donner à la politique israélienne. Alors, on va parler un petit peu concrètement, parce que c'est aussi notre rôle. Mais votre parti, on n'en a pas entendu parler à part votre intervention. Il ne figure pas dans les sondages. Vous êtes conscient que... on est bien en dessous pour l'instant. Vous êtes conscient que, finalement, il ne passera pas le seuil d'éligibilité. À moins qu'il y ait miracle. À moins qu'il y ait miracle, miracle dans la vie, mais à moins qu'il y ait miracle. Mais c'est-à-dire... La question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que c'est un coup d'épée dans l'eau, c'est-à-dire vous vous mobilisez parce qu'on est en campagne électorale et puis au lendemain du 1er novembre, eh bien, vous allez arrêter avec ce projet? Non, au contraire. On va propulser davantage, au contraire. C'est exactement ce que je dis, c'est pour sortir de l'anonymat et le temps est arrivé de commencer à faire avancer les choses dans le bon sens. Mais évidemment. Pourquoi alors ne pas s'être mobilisé On s'est mobilisé depuis 6 mois. Oui. Mais comme tu le sais très bien, je ne suis pas tellement riche. Donc, et Agave, c'est aussi un scandale. C'est de la même manière qu'ils ont fait, je reprends la réforme de cet Oerdin, là. Par exemple, comment on appelle les Eskimo d'Afim au français les accords d'excédent. Voilà, les accords d'excédent. Comment ça marche aujourd'hui? Si toi, tu as 4, tu es passé, et un autre, il a 4,2, tu peux prendre ces deux. Ils viennent chez toi, ou bien toi tu es 4,2 et lui 4,8 et tu as 5. Mais c'est seulement ceux qui sont en-delà du seuil d'éligibilité. Lama. Et celui qui est en dessous, il ne peut pas donner ses voix. Donc il va avoir environ 250 000 voix qui vont être jetées à la poubelle. Oui. Lama. Pourquoi ne pas fuser avec ceux qui ne sont pas passés? Maintenant, qui c'est qui fait ça? Parce qu'ils ne veulent pas de concurrence. Ils ne veulent pas de nouvelles initiatives politiques et idéalistes, alors qu'il y a derrière peut-être des dizaines de milliers de supporters de cette idée. Ça, c'est le premier scandale. Deuxième scandale. À qui sont donnés les budgets pour faire une campagne électorale? Seulement ceux qui sont là-bas. Mais qui c'est qui a fixé que c'est là? C'est ceux qui sont là-bas, pour éviter toute initiative. Donc chaque fois, on te ferme le bec. Arrête, tu vas casser la droite, et comme ça, on reste toujours dans les mêmes bases nulles. Et on ne peut pas proposer de nouvelles initiatives. Mais par exemple, est-ce que vous avez par exemple envisagé de proposer votre projet à d'autres partis? Évidemment, tu sais bien comment ils sont imbriqués les uns avec les autres. Tiens-moi et tiens-moi, c'est comme ça que ça marche. Non, par exemple, des gens comme Smotrich... c'est pas du tout ma cam, comme on dit. Il ne faut pas casser de l'eau sur les gens qui sont extrêmement de droite, voire fascistes sur les bords. C'est pas du tout ma cam, et c'est sûrement pas la Torah du Rav Kook. La Torah du Rav Kook, elle a une vision universaliste, avec une centralité sur le peuple d'Israël, mais à vocation universaliste. C'est pas exactement ce qu'on entend de là-bas, avec une haine globale envers tout ce qui n'est pas juif. C'est-à-dire, il se définit... La définition du juif, c'est d'être dentiste qui n'est pas juif. Plus ou moins. Et je les connais de près. C'est pas du tout la Torah du Rav Kook, qui soit bien clair. Malheureusement, pas tout ce qui a un calot tricoté sur leur tête représente la Torah du Rav Kook aujourd'hui. C'est une toute petite minorité et elle n'a pas d'expression dans la politique israélienne. Et c'est elle la véritable idéologie, on va dire, qui doit être au fond du sionisme. Et le temps est arrivé de la mettre en place. Alors, vous pouvez nous faire un pronostic à 8 jours des élections? Comment ça va? À mon avis, ça ne sera pas tranché. Ça ne sera pas tranché? Non. Et pour 2 raisons. D'abord, le problème technique de ce sacré Khoudja-là, et à mon avis, le problème essentiel. Tant qu'on ne passe pas à la prochaine phase de proposer une alternative réelle de la finalité de l'État d'Israël, le peuple d'Israël dira non. Il va s'entêter à dire non. Ça fait déjà 5 fois, ça sera la 6e fois. Quand on rentrera à Bezrat Hashem, ça sera tranché. Pour les 2 raisons. Parce que toujours, il y a une cause première et une cause secondaire. C'est comme ça que ça marche. La cause première, c'est la cause spirituelle. Et qui va se traduire par une réforme que propose ce sacré Oerdin que Dieu m'a fait rencontrer avec lui. Mais c'est ça la cause essentielle. Et le temps est arrivé de le mettre en place. Donc cette réforme, c'est une sorte de moyen pour... Un moyen de faire changer. Et ça va permettre de changer. Eh bien, Rav Yosef Ben-Shoshan, merci beaucoup d'être venu dans notre studio pour nous exposer votre projet, on va dire votre projet électoral dans le cadre de ce parti Anachnu, qui... Regarde, on n'a rien contre les Arabes. Non, donc qu'il soit bien clair, j'ai des amis arabes. On n'en a pas parlé. Tout arabe qui est fidèle à l'État d'Israël, Ahlan wa Sahlan, on le vit avec nous, pourvu qu'il nous aide à faire cette épopée. On a évoqué ce parti dont on n'avait pas vraiment entendu parler jusqu'à présent, et c'est important parce que, d'une certaine manière, il y a beaucoup d'Israéliens qui ressentent le besoin d'un changement de système électoral. Ça, c'était une évidence. À savoir comment réaliser ce changement, c'est une autre question. En tout cas, merci beaucoup, Rav Yosef Ben-Shoshan, d'être venu dans notre studio ce matin.
Je rappelle que vous êtes au jour le jour donc le président et le fondateur du mouvement Ose les Israël. C'est toujours un plaisir de venir à Kalita. Merci d'avoir été avec nous ce matin.